Donc complète, hein, on l'a un petit peu dit, là, le jeu de loi comme méthode de montage au niveau d'un film, celui de prenant, le jeu de domino comme méthode d'invention au niveau de la philosophie, et l'écart absolu de Fourier comme méthode de recherche au niveau de la culture. Si l'on adopte l'écart absolu ou radical comme méthode de recherche, il faut pousser la radicalité jusqu'à s'écarter absolument des grands pans de la philosophie classique. Et ces grands pans sont le platonisme. Premièrement, le platonisme et la théorie des formes. Deuxièmement, l'aristotélisme et la logique formelle. Et plus près de nous, l'hégélianisme et la dialectique clôturante. Alors, s'écarter du platonisme, c'est aussi briser le lien avec le dogme structuraliste qui est l'identité. S'écarter de l'aristotélisme, la théorie d'Aristote, c'est aussi briser le lien avec le dogme wittgensteinien, de Wittgenstein, qui est la tautologie. Et s'écarter de l'hégélianisme, c'est aussi briser le lien avec le dogme marxiste, qui est la fin de l'histoire. Donc, nous pourrions jouer à un jeu dans la perspective de l'homo ludens. Nous pourrions imaginer ce que serait devenue la philosophie s'il n'y avait pas eu Platon, ni Aristote, ni Hegel. Donc, c'est un petit jeu que je vous propose comme ça. Première règle du jeu, tous les philosophes qui se sont inspirés de Platon, d'Aristote ou de Hegel sont mis hors jeu. Ils ne comptent plus. Cela dégage bien l'horizon. Deuxième règle du jeu, pour la bonne pioche, on essaye de repérer tous les philosophes qui ont combattu Platon, Aristote ou Hegel, ou qui ont été combattus par eux. Par exemple, Héraclite. Cela fait un bon nombre. Deuxième règle du jeu. Troisième règle du jeu, on s'amuse à relier les œuvres des philosophes obtenus et à les faire fonctionner ensemble en un grand échiquier de plus de 25 siècles, hein, puisqu'on part pratiquement des présocratiques jusqu'à maintenant. Cela donne un nouveau tableau de la philosophie. Quatrième règle du jeu, il y a lieu de faire fonctionner la diachronie à plein régime. Ainsi peut-on faire dialoguer Épicure avec Fourier, faire dialoguer Héraclite avec Montaigne, faire dialoguer Spinoza avec Nietzsche, faire dialoguer Schopenhauer avec Freud, faire dialoguer Jean-Jacques Bruno avec Voltaire, et ainsi de suite. Cinquième règle du jeu, à l'occasion des dialogues entre différents philosophes de différentes époques, le jeu consiste à découvrir chez ces philosophes des facettes restées dans l'ombre. C'est vrai qu'on connaît toujours les mêmes aspects d'une philosophie, et c'est souvent le rôle de philosophes innovants, hein, comme l'a été par exemple Deleuze à propos de Spinoza ou de Nietzsche, de nous faire révéler des facettes qui étaient plus ou moins laissées dans l'ombre, ou réinterpréter leurs pensées. Cela donne des philosophes nouveaux qui sont autrement nouveaux que ceux qui se sont appelés les nouveaux philosophes. Donc, pour résumer, je pourrais dire qu'il faut sortir du platonisme et de ses formes pures coupées du réel. Il faut sortir de l'hégélianisme et de sa fin de l'histoire, fin de l'art, fin de la philosophie, au sens de, non pas de finalité, mais d'arrêt. Il faut sortir de la dialectique qui est une machine à éliminer les contradictions. Il faut sortir du wittgensteinisme, la théorie de Wittgenstein, qui aligne l'esprit sur le langage logique en supprimant l'inexprimable et l'indicible, c'est-à-dire en supprimant l'art et la littérature. Il faut sortir du structuralisme qui enferme la pensée dans la structure et qui immobilise le temps dans l'espace. Cependant, le meilleur moyen d'en sortir, c'est de ne pas y rentrer. Et ça, c'était une recommandation de François Châtelet à la fin de son Hegel. Il a écrit un très fructueux,
très bel ouvrage sur Hegel, et à la fin, en fait, il dit la seule manière de s'en sortir avec Hegel, c'est de le contester globalement. À partir du moment où on le conteste partiellement, on ne s'en sort pas. Ce qui est l'exemple aussi de Marx, qui, voulant critiquer Hegel, est devenu hegelien lui-même. Donc on va arriver à la question du langage. Si nous avions un conseil à donner à un jeune philosophe, nous pourrions lui suggérer de faire des néologismes. Il faudrait créer des nouveaux mots, ou des nouvelles acceptions de mots. Il faudrait en pareil cas suivre l'exemple de Fourier, qui a multiplié les néologismes dans toute son œuvre. C'est le meilleur moyen de sortir des mécanismes de pensée qui enferment la pensée dans des carcans préétablis et qui canalisent l'esprit sur des rails tracés d'avance. Comme les mots nous piègent, il faut changer les mots et changer de mots. Penser avec des mots convenus amène à produire une pensée convenue et finalement à rester dans les convenances. Donc ce qui importe à l'heure actuelle aussi, c'est l'invention langagière en philosophie. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, pour faire philosophie, à répéter les mêmes concepts. Comme en poésie au XIXe siècle, on répétait des notions poétiques pour faire poésie. Donc aujourd'hui, il faudrait pouvoir en philosophie changer de langage. Et j'en reviens à notre utopiste de tout à l'heure, à Mercier, qui a écrit un livre, la date, c'est 1800, alors là c'est après la Révolution française, il a écrit un livre qui s'appelle Néologie. Il a écrit, lui, toujours Mercier, il a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Néologie. Une sorte de dictionnaire dans lequel il introduit des nouveaux mots qu'il définit. C'est quelque chose qui est assez volumineux. Qu'est-ce qu'il a introduit comme mot ? Assassinement, par exemple, ou embrasseur, etc. Ou souligneur. Donc, il y a 3000 entrées rédigées par l'auteur. Donc, c'est quelque chose d'assez volumineux. Et qui est sorti en 2009 chez Belin. On trouve aussi donc, disponible. Et qui, comment dirais-je, qui accompagnait l'entreprise de néologie de la Révolution française. On sait que sous la Révolution, beaucoup de mots ont été transformés, changés. Oui, mais il disait que la Révolution, ou une partie de la Révolution, avait changé le sens des mots. Aussi. Mais est-ce que lui a dit qu'il fallait changer le sens des mots? Les mots n'ont plus de sens. Il dit ça à propos des je vois en effet ce que tu veux dire, à propos des utilisations des mots, des mots de liberté, ceux qui sont liés à la liberté, à l'honnêteté, etc. Dans l'usage qui en a été fait au moment de la terreur en particulier, qui a fait que les mots ont été pervertis de leur sens, et ce qui a permis d'accuser un très grand nombre de gens, précisément au nom de ces mots qui ont été modifiés et qui ne conservant plus le même sens, ont été affectés d'une signification criminelle à ce moment-là. Parce que ce que tu dis rappelle
me rappelle des choses dans mon souvenir, mais c'était plutôt lié à cela. Non, c'est pas, en fait, je ne sais pas, c'est une question que je te pose, puisque tu citais ce livre de néologie. C'est un livre de néologie. Oui, c'est un livre. C'est le titre d'un livre. Ah, c'est ça, oui. Les éditions Belin, la première parution, c'est 1801. C'est une sorte de... Oui, c'est une sorte de libéralisme, c'est pas dans le même sens que l'anarchie peut-être, mais si l'on dit par exemple, le mot de libéralisme a changé de sens également au cours de l'histoire, d'ailleurs ça n'a plus le même sens. Le mot de résistance, le mot de... tous ces mots ont pris des sens différents, de sorte que les gens ne s'y sont plus reconnus et on a pu créer politiquement des motifs d'accusation au nom de ce changement de signification des mots. Et là, il s'agit plus prosaïquement de faire un dictionnaire de mots nouveaux. Et le sous-titre de cet ouvrage s'appelle « Vocabulaire de mots nouveaux, virgule, à renouveler ou pris dans des acceptions nouvelles ». Donc, soit il prend des mots anciens, il leur donne un sens nouveau, soit il crée des mots véritablement. Et comme il a traversé la Révolution, il éprouve la nécessité d'un nouveau langage par rapport à la nouvelle réalité qu'il vit. Parce que ce que tu dis, c'est vrai que les mots évoluent, le mot effectivement libéral. Déjà, ça ne veut pas dire la même chose en philosophie qu'en économie et qu'en politique. Quelqu'un qui est libéral en politique, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est libéral en économie. Après, ça se rejoint, on essaye de le faire rejoindre avec le néolibéralisme. C'est une sorte justement de ramassis où tous les sens du mot libéral viennent fusionner. Mais à l'origine, chaque discipline a son sens. Donc, à propos de l'espace, il y a la notion de champ, dont je parlais tout à l'heure de Bourdieu, la notion de champ. La notion de cartographie de Guattari et celle de plan de Deleuze sont des notions d'espace, autrement dit des notions structuralistes, et ainsi sont-elles vouées à l'échec. Le structuralisme plombe la philosophie. Pour en sortir, il est possible de se tourner vers l'utopie, qui est une atopie, c'est-à-dire un non-espace. De là à énoncer que l'utopie est une diachronie, il n'y a qu'un pas qui nous est possible de franchir diagonalement. Donc on débouche sur la notion de diagonalité, et cette notion serait à creuser pour aller plus loin dans notre démarche. D'un certain point de vue, la diagonalité est une manière de dynamiser l'espace, de le porter à l'infini. De ce fait, la diagonalité est à l'espace ce que la diachronicité est au temps, c'est-à-dire une traversée génératrice. Il y a la diagonalité par rapport à l'espace et il y a la diachronicité par rapport au temps. Il s'agit de deux faces d'une même médaille qui est caractérisée par la transversalité. Nous avons donc la transversalité spatiale de type diagonale et la transversalité temporelle de type diachronique. Donc, il y a une certaine similitude entre l'atopie et l'anarchie, car le topos est toujours l'emplacement de l'arché. Le territoire est toujours le lieu du pouvoir. L'espace est un enjeu de pouvoir, cependant que l'atopie est un enjeu de dépouvoir. Les philosophes de type platonicien aspirent à prendre le pouvoir, pendant que les philosophes de type nietzschéen visent à se déprendre du pouvoir.
La diagonalité permet de prendre la tangente, au sens quasiment mathématique du terme, la diagonalité permet de prendre la tangente vis-à-vis des espaces de domination, et la diachronicité permet de mettre les choses en perspective. Cela repose sur une réalité qui est la suivante. La domination moderne agit par quadrillage. Pour l'esquiver, il s'agit de ne pas toucher les détecteurs du maillage. À cet égard, la diagonalité et la diachronicité sont des outils à affiner afin de glisser précisément entre les mailles du filet. La philosophie dominante, qui est une philosophie de la domination, et qui va de Platon à Hegel, opère de cette façon, c'est-à-dire par quadrillage des concepts et des catégories. Nietzsche ne s'y est pas trompé quand il décrivait dans ses notes préparatoires au livre du philosophe, le philosophe pris dans les filets du langage. Donc le philosophe, selon la perspective ouverte par Nietzsche, a à se déprendre du langage codifié. Pour échapper à la servitude volontaire décrite par la Boétie, il y aurait à se détourner des espaces de domination. La diagonalité par rapport à l'espace et la diachronicité par rapport au temps sont les deux voies que je préconise. On peut continuer dans cette lignée-là. Alors, sur des choses un petit peu plus personnelles, si nous voulons une pensée en mouvement, une pensée mobile, il nous faut une nouvelle logique par rapport à la logique formelle. Nouvelle logique que nous pouvons appeler une dianoétique, en référence à la notion grecque de dianoia, qui se compose de dia à travers et de noia, la pensée. Cette dianoétique est une logique sans concept, sans structure et sans catégorie. Son principe de fonctionnement est la transduction, le passage d'une idée à une autre, le passage d'une image à une autre. Voilà, nous pourrions parler d'une logique artiste, un peu dans la perspective du philosophe artiste envisagé par Nietzsche, dont je parlais tout à l'heure. Alors, la logique formelle de type aristotélicien, on la connaît, c'est une logique fondée sur trois principes. Le principe d'identité, qui est un principe de tautologie. Le principe de non-contradiction, qui est un principe d'hégémonie, on va dire. Et le principe du tiers exclu, qui est un principe d'exclusion. Donc, face à la logique formelle, la dianoétique propose, à la place du principe d'identité, le principe d'altérité, en référence à Lévinas, la figure de l'autre. La dianoétique propose, à la place du principe de non-contradiction, le principe de transversalité, en référence à Félix Guattari. Et toujours, la dianoétique propose, à la place du principe du tiers exclu, le principe d'hospitalité, en référence à René Chérèque. Et si nous voulons une pensée d'ouverture, une pensée ouverte, il nous faut mettre en avant également la dianoétique par rapport à la dialectique hegelienne. Car si la dialectique se présente comme une pensée du mouvement, par une référence à Héraclite vite oubliée, en réalité, elle clôt au final. Elle clôture la pensée avec ce qui est nommé une fin. Fin de l'art, fin de l'histoire, fin de la philosophie. La dianoétique, au contraire, ouvre la pensée sur le dehors, sur l'inconnu, sur l'infini. Donc, pour ce qu'il en résulte, la méthode transversale, si l'on peut la nommer ainsi, ne fait pas de synthèse, mais lance des trajectoires, c'est-à-dire des pistes de recherche.
trajectoires qui sont toujours ouvertes, même s'il est nécessaire de temps en temps de faire des synthèses partielles ou provisoires, mais qui s'avèrent toujours à réouvrir et à rebondir sur de nouvelles recherches sans qu'il y ait de point final, en fait, de clôture. Alors, comme je me situais dans la perspective des années 70 à Vincennes, à Paris 8, Vincennes, j'avais envie de parler un tout petit peu de mai 68, qui a une grande importance et qui est souvent vu de côté. Qu'est-ce que mai 68? C'est une prise de conscience et une prise de parole. Et c'est ça qui veut être, prise de conscience et prise de parole, qui veut être souvent passé sous silence. En ce qui me concerne, je considère que l'esprit de Vincennes dans les années 70 comme était un esprit de transversalité. C'est un petit peu comme ça que j'ai perçu les choses dans les années 70 à l'université de Vincennes, où je suis rentré en 73. Donc l'esprit de Vincennes, à l'époque, Paris 8, c'est la transdisciplinarité. On en parlait beaucoup à l'époque. La différence entre l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, c'est que l'interdisciplinarité se fait entre plusieurs disciplines ou plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs par exemple. Alors que la transdisciplinarité se fait à l'intérieur d'une discipline ou à l'intérieur de la pensée d'un auteur. C'est important parce que l'interdisciplinarité, si ça ne fonctionne pas, ça devient un discours de sourd, ou l'interdisciplinarité, peut-être même des fois l'interdisciplinarité, dans le meilleur cas, c'est des personnes qui dialoguent entre elles, mais qui apportent leur propre savoir sans que ces savoirs ne s'interpénètrent. Alors que la transdisciplinarité, c'est véritablement de pouvoir passer d'une discipline à l'autre, d'utiliser des concepts, c'est ce que comment elle s'appelle, son nom m'échappe, mais une théoricienne de l'histoire de la philosophie, oui, Isabelle Stengers, appelait les transferts de concepts. Comme quoi, on peut voir ça dans la théorie de René Toll, les concepts de biologie qui sont féconds. Voilà. Donc, on n'a pas à s'interdire de puiser dans d'autres sciences ou d'autres disciplines des outils qui nous seront utiles, qui pourraient nous être utiles. Par contre, alors, ça rejoindra peut-être une discussion qu'on aura tout à l'heure à propos de Alain Badiou, mais il y a un philosophe slovène qu'Alain Badiou aime beaucoup, un philosophe slovène que Badiou aime beaucoup, et c'est Zizek. Je vais mettre le tableau. Ah, si. Zizek. Grand ami de Badiou. C'est ça, je le vois. Il était venu l'année dernière, je l'ai aperçu lors d'un colloque qui avait eu lieu autour de l'idée du communisme qui a eu lieu et qui correspondait malheureusement avec la mort de Daniel Ben Saïd qui en avait eu l'idée, mais avant même que ce colloque ait eu lieu, il est mort. De sorte qu'à la fois, on a célébré
Ben Saïd, et en même temps, il y a eu des personnes qui sont intervenues aussi sur cette idée du communisme. Et je veux en effet qui dure parler. Je t'écoute, alors vas-y. Si je parle de lui, c'est parce qu'il fait une attaque contre mai 68, notamment dans le magazine Philosophie du mois de mars. C'est le numéro de Philosophie Magazine. Là, vous êtes mais qu'est-ce que c'est cette philosophie? Philosophie Magazine, c'est le mois de mars, c'est le numéro 57, et il y a un entretien, une interview avec Zizek, qui dit je aime mai 68. De quand ça a eu lieu? En mars, c'est actuel. Ah oui, mais je aime mai 68, entretien, pourtant il est tout à fait du côté de 68. Non. Non? Tiens. Non. Badiou. Oui, Badiou, oui. Tiens, c'est bizarre. Alors, je t'écoute, alors ça m'intéresse, vas-y. Qu'est-ce qu'il disait alors? Il se revendique comme stalinien, il dit je suis stalinien, et il se revendique d'une étude de la philosophie de Hegel. Il dit la première chose que l'on apprend quand on étudie Hegel, c'est que la forme a son importance. L'idée au fondement de la pensée hegelienne, c'est que la forme n'est jamais simplement une forme. Il se revendique à la fois de Staline et de Hegel. Avec cette formulation, il dit je le formulerai ainsi, je hais 1968, trop de liberté, trop de jouissance. Ah oui. De ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une philosophie effectivement très en forme, il y avait des formes différentes. Mais je ne sais pas si ça veut dire, ça m'étonne parce que c'était quelqu'un qui, dans ce que j'ai entendu, exprime justement des idées très dans le sens de ce qu'on pourrait appeler la pensée révolutionnaire de 68, puisqu'il était plutôt contre l'élément essentiel de l'intervention que j'ai entendu, c'était de dire qu'à l'heure actuelle, il y avait un discrédit contre ces pensées révolutionnaires de 68 et qu'il y avait une élimination du marxisme. C'était autour du marxisme surtout, d'ailleurs, mais 68 était bien, en gros, aussi construit autour d'une apologie sous différentes formes et différentes interprétations de la pensée de Marx, même si elle n'était pas toujours représentée et exprimée de la même façon. Mais enfin, on en discutera tout à l'heure, parce que c'était très intéressant, l'idée que tu suggères, que je ne connaissais pas du tout, donc c'est très bien de l'avoir soulevée. Je t'écoute, alors reprends. Donc dans une perspective hegelienne, Zizek énonce ce qui importe, c'est la théorie. Je n'existe pas, le je de la première personne du singulier. Donc l'individu n'existe pas, seule la théorie compte. Et il y a une phrase aussi qui fait un petit peu froid dans le dos, il dit « Un acte de liberté authentique n'est accompli que dans la terreur ». Donc, il faudrait lire l'article en détail et tout ça, et effectivement mettre tout ça en perspective. Mais pour dire qu'il y a quand même un certain nombre d'intellectuels qui ne font pas trop attention. Quand Sarkozy, en 2007, dit il faut liquider mai 68, ça, on comprend. Mais que des intellectuels qui se disent par ailleurs révolutionnaires, comme tu dis, c'est un petit peu embêtant. Et je dois attirer aussi l'attention sur un livre qui est sorti en 2009, un livre de Daniel Cohn-Bendit, dont le contenu est très intéressant d'ailleurs, et dans lequel le titre est un petit peu trahi un peu la pensée qui est à l'intérieur, et qui s'appelle Forget 68. Donc c'est-à-dire oublier 68. Donc il faut, quand je pense qu'on a ce genre de notoriété intellectuelle et politique, il faut quand même faire attention de ne pas... Comme Bendit non plus n'a pas comme pensée dominante d'oublier 68. Voilà, justement.
Mais l'intérieur du livre est intéressant, mais peut-être il s'est fait forcer la main par l'éditeur, mais bon, je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de signes qui ne sont pas... donc on pourrait, avant d'ouvrir la discussion, on pourrait finir sur ma conclusion, si je puis dire, qui était mon problème crucial, qui était de comment constituer une philosophie du changement, c'est-à-dire une philosophie qui inclut le changement dans sa constitution. En mathématiques, il y a la théorie des catastrophes de René Thom. En physique, il y a la théorie des structures dissipatives d'Ilya Prigogine. Et en philosophie, il y a la théorie de l'utopie de René Scherrer et aussi la théorie du transformat de Jean-Pierre Faye. Comment peut-on poursuivre ce travail de recherche? Voilà la question que je pose. En fait, si on veut aller au fond du problème, dans la perspective que Deleuze donnait quand il énonçait qu'un concept renvoie à un problème, le problème c'est celui-ci, c'est qu'en fait notre ennemi c'est la tautologie. En théologie, la tautologie donne Dieu est celui qui est, et en politique, elle donne la France aux Français, comme Hitler disait l'Allemagne aux Allemands. Wittgenstein est le philosophe de la tautologie, ce qui l'amène à énoncer à la fin du Tractatus Philosophicus, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ce qui veut dire, ce qui ne cadre pas avec les lois de la tautologie, il faut le passer sous silence. Alors, je vais peut-être écrire tautologie. Alors, ça vient du grec tautos, qui veut dire le même. Et qui se traduit en logique par A égale A. Donc on trouve dans le Tractatus de Wittgenstein toute une philosophie de la tautologie. Et on comprend pourquoi Deleuze déclare que les Wittgensteiniens sont méchants et que ce sont les vrais assassins. Dans son abécédaire, il dit que les Wittgensteiniens sont méchants et parce que ce sont des assassins de la philosophie. Mais où c'est qu'il dit qu'ils sont méchants? Dans son abécédaire. C'est pas mal. Il dit que les Wittgensteiniens, ce sont des assassins de la philosophie. Oui, c'est un petit peu exagéré, mais il a changé d'opinion à un certain moment relativement à Wittgenstein, parce que je crois purement et simplement qu'il ne l'a jamais lu. Et donc, il a été obligé d'émettre des idées, des opinions relativement à Wittgenstein. Il l'a fait, mais qu'il ne savait pas très exactement ce que ça pouvait être, bien que il puisse avoir aussi en partie raison, mais enfin, il y a plus de complexité dans la pensée de Wittgenstein, qui elle-même d'ailleurs a plusieurs aspects qui n'est pas uniforme du tout. De sorte qu'on peut la voir plutôt. Il a pensé Wittgenstein dans le cadre, j'ai l'impression, d'un partisan de la logique positiviste de Carnap, de la logique de l'identité formelle et de la rigidité des significations, qui est une certaine partie d'ailleurs de l'œuvre, et également qui ne se réduit pas à ça, de l'américain Korzybski, alors qu'une grande partie de la pensée de Wittgenstein, sinon tout, est précisément la contestation de ces points de vue.
donc qui est une présentation très détaillée de la logique, de la philosophie du langage et de l'analyse formelle du langage, et précisément pour montrer que l'on ne peut pas du tout atteindre la vérité philosophique uniquement à l'intérieur de la précision des significations linguistiques. Un petit peu cette idée qu'il suffirait pour atteindre la vérité de préciser les significations, d'avoir des significations absolument rigides et précises pour chaque mot. Or, c'est un peu le contraire de la pensée wittgensteinienne, et c'est qui est une critique permanente de ces idées, une étude de leurs limitations. Donc j'ai l'impression que Deleuze s'est un peu cantonné, fourvoyé de ce point de vue, et qu'ensuite il a été amené à modifier ou à tempérer considérablement son appréciation violente contre les Wittgensteiniens, bien que l'orientation de sa pensée ne corresponde pas du tout, d'autre part, à celle de Wittgenstein, de sa méthode, et que lui-même a toujours philosophé dans le sens, au contraire, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, de ce qu'éliminer, que rejeter cette philosophie-là, c'est-à-dire philosophie de la nature, la nature-philosophie romantique, une philosophie qui débordait largement les stricts problèmes de la terminologie, de la linguistique. Donc c'était ça qui m'intéressait. Mais je ne savais pas, mais la formulation est intéressante. Wittgenstein, sans méchant, je ne la connaissais pas. Ce n'est pas mal. Quoique ce n'est pas vrai, il y a une personne wittgensteinienne, Antonia Soulez, qui enseigne ici, n'est pas méchante, c'est une c'est pas mal. Je pense qu'individuellement, mais il y a parfois une certaine forme de rigidité, ou parfois une certaine forme de scepticisme, peut-être relativement aux spéculations et aux amplifications, aux extrapolations de la pensée de type deleuzien, ou de la pensée philosophique qui précisément s'oriente dans le sens de celle de Nietzsche ou de celle de Schelling, que les Wittgensteiniens ont tendance à présenter comme un irrationalisme, comme quelque chose d'indémontrable, comme quelque chose qui est en dehors des limites de la pensée philosophique. Bon, je t'écoute alors, vas-y. Alors, à propos des Wittgensteiniens, en fait, ce que Deleuze reproche en sous-entendu, c'est qu'il casse les devenirs. C'est pour ça. C'est comme pour Hegel, il a critiqué beaucoup. Et il rejette l'hegelianisme, ce qui ne veut pas dire que tout Hegel est méprisé, rejeté par Deleuze. On trouverait des appréciations extrêmement favorables ou relativement à certains aspects de Deleuze, de la même façon que celle de Kant. Peut-être de Hegel veut dire de la même façon que celle de Kant. C'est plutôt Kant, d'ailleurs, que Hegel, qu'il a traité parfois d'une façon extrêmement critique en le rejetant, et au contraire, qu'il a en quelque sorte adopté à l'intérieur
de sa philosophie, comme dans l'article connu, des formules poétiques pour comprendre l'œuvre de Kant. Donc la question que je me posais, c'était comment traiter les nouvelles réalités. Et pour cela, il faut se munir de nouveaux outils. Donc c'est un travail de longue haleine, si on peut dire. Alors, pour prendre un exemple, nous pouvons choisir Héraclite comme révélateur. Héraclite, dont la philosophie a été combattue par Platon, a esquissé un certain nombre de pistes. Et c'est en quoi Héraclite peut nous aider. Précisément, il peut nous aider à penser les transformations, les changements, les temporalités, les devenirs, les mouvements, et de façon plus générale, les transférences. C'est dans la transférence que le travail de pensée s'effectue, et c'est aussi dans la transférence que les processus du réel se manifestent. Peut-être que le secret de la philosophie se trouve dans la conjonction de ces deux types de transférence. Qu'est-ce qu'une transférence? C'est un déplacement suivi d'une transformation. Et ce mot de transférence, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mot utilisé par Francis Bacon dans un entretien au sujet de sa peinture et au sujet d'un problème très particulier qui est le réalisme en peinture. Et Francis Bacon dit que à l'heure actuelle, les peintres cherchent la sensation, mais ne font pas l'effort de la transférence. Alors je pense qu'il veut dire par là, c'est que les peintres essayent de capter l'émotion ou la sensation plutôt dans leur peinture, mais qu'il y a un véritable travail de transformation picturale à effectuer. Et c'est à cette occasion qu'il dit qu'il faudrait repenser le réalisme en peinture. Il faut repenser le réalisme. Donc c'est à cette occasion qu'il utilise le terme de transférence que je trouve très beau. Là aussi c'est un néologisme, peut-être franglais, je ne sais pas, je n'ai pas été voir s'il existait un équivalent en anglais, mais bon, avec le peu de français, mais quand même assez important de Francis Bacon, il nous a livré un beau cadeau. Oui, c'est là aussi, on a affaire à des mots dont les sens sont très fluctuants. Dans le domaine de l'art et de l'histoire de l'art ou des écoles, le mot réalisme, le mot naturalisme, le mot abstraction également sont des mots qui ont changé souvent de sens et qui ne sont compréhensibles qu'en relation avec le contexte dans lequel ils sont prononcés. Il est certain qu'il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent revendiquer un réalisme tout en étant considérés comme n'étant pas réalistes. Mettons Giacometti par exemple, dont une des formules très intéressantes était, je cite de mémoire, mais c'est à peu près cela, que la plus grande ressemblance va de pair avec la plus grande abstraction ou la plus grande déformation également. Un mot de Kirchner, qui est un peintre expressionniste qui relie le réalisme avec la déformation. Remarquez qui est aussi la prétention de Cézanne, que l'on peut ranger parmi les préfigurateurs d'une abstraction, mais qui en même temps a toujours revendiqué quelque chose qui, pour lui, était aussi un réalisme dans la manière dont il rendait ses modèles, ses paysages, ses vues extérieures
de la montagne Sainte-Victoire, c'est nature morte. Tout cela entre dans le cadre d'une recherche de la réalité. Ça a été bien exprimé, d'ailleurs tout cela, je trouve, dans les très belles études de Merleau-Ponty, que ce soit dans Signe, dans l'œil et l'esprit, qui ont bien montré ces équivoques du langage qui ne traduisent pas exactement ce qu'est le mouvement réel de la production artistique. Alors chez Bacon, il y a un peu ça aussi. Il y a quelque chose qui est bien une recherche, une fixation du réel dans l'indétermination de ce mot de réalité, qui est toujours très difficile à cerner, et je crois qu'à un moment on était encore dans mes cours, c'est-à-dire au moment où je continue à enseigner dans le cadre de l'enseignement proprement dit, ou bien juste après, à propos de Pasolini, on avait fait des lectures sur la notion de réalité, realtà italienne de Pasolini, qui a toujours été le but de sa propre recherche, de cerner la réalité, alors que cette réalité ne peut être définie qu'à partir des moyens qui précisément la déforment, la transforment, ne sont pas du tout quelque chose qui corresponde à ce qu'on appelle en général un réalisme. Oui, tout à fait. C'est pas un réalisme strict. Oui, c'est pas un réalisme pur. C'est toujours un dépassement du réalisme au nom d'une plus grande compréhension de la réalité. C'est-à-dire qu'on considère à la base que le réalisme va appauvrir la réalité. Oui, c'est ça, exactement. Donc on est obligé d'ouvrir le champ vers un réalisme repensé, un réalisme plus ouvert, etc. Et qui sont effectivement toutes ces démarches des peintres du XXe siècle, plus ou moins. Effectivement, Giacometti, Cézanne. En philosophie, il y a toujours eu un jeu, un échange, une indiscernabilité ou confusion entre réalité et vérité. C'est-à-dire que la vérité, qu'est-ce que c'est que la réalité? Où est le réel? Pour la philosophie, pour l'art, parfois ça peut être la figuration, la reproduction de l'apparence. Dans d'autres cas, c'est au contraire sa transformation. Pour la philosophie, réel et réalisme et vérité, c'est la réalité, et en fait un petit peu la recherche infinie, le point de convergence d'une recherche des différentes lignes d'une recherche infinie et à la limite d'une synthèse impossible. Qu'est-ce que c'est comment atteindre le réel? Qu'est-ce que c'est que le réel? Ou alors la réduction du réel à un point évanescent et toujours extrêmement limité, comme par exemple dans la recherche subjective du cogito cartésien, le cogito réel, mais en même temps il est évanescent, il est indiscernable, il est insaisissable. Oui, tout à fait. Donc, je t'ai coupé, mais c'était pas mon intention, c'était pour te permettre d'achever. Donc là, je vais pratiquement conclure sur une petite note, une petite réflexion, à savoir que lors d'une journée d'études sur son œuvre, qui s'est tenue le 19 octobre 2001, ici même, René Scherrer a déclaré qu'il faudrait philosophier Fourier
voulant dire par là replacer Fourier dans l'histoire de la philosophie en opérant des rapprochements possibles avec d'autres philosophes. Mais on pourra tout à l'heure vous demander ce qu'il voulait dire par là. Je pense qu'il faudrait également, et peut-être à l'inverse, mais pas inverse dans le mouvement, mais pas inverse dans l'intention, il faudrait fouriériser la philosophie, c'est-à-dire appliquer à la démarche philosophique la méthode de Fourier, à savoir l'écart absolu. Autrement dit, l'écart absolu vis-à-vis de toutes les idées erronées qui existent dans la philosophie, tel que cela est pratiqué dans la démarche scientifique. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que dans la démarche scientifique, il y a des théories physiques ou astrophysiques ou cosmologiques comme celle de Ptolémée et qui ne sont plus enseignées sinon que dans l'histoire des sciences, mais qui ne sont plus valides. Alors qu'en philosophie, certaines théories ont beau être plus valides. Par exemple, chez Aristote, la Terre, c'était le Soleil qui faisait la Terre. Ça inclut en fait un certain nombre de démonstrations, un certain nombre de concepts qu'Aristote met en place, notamment la négation de l'infini, etc. On peut voir ça sur un certain nombre de choses, et c'est pas remis en cause. Enfin, je veux dire, c'est réutilisé. On va dire, ben voilà, on va à la limite même se servir de Aristote pour pouvoir nier l'infini, alors que des gens comme Galilée, comme Newton et tout ça, ou même Copernic, ont rétabli l'héliocentrisme et la notion d'infini du cosmos, donc sur lequel travaillent les physiciens ou astrophysiciens actuels. On voit que dans la démarche scientifique, il y a une rigueur, une honnêteté, une lucidité beaucoup plus grande qu'en philosophie, où on n'arrive pas à se débarrasser en fait des idées fausses. Et à faire le tri en fait, entre même à l'intérieur, parce que même à l'intérieur d'une philosophie, il y a des choses erronées et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est un travail qui est jamais fait. Et souvent quand des philosophes sont disciples d'un philosophe du passé, souvent ils essayent de justifier toutes les positions d'un philosophe, même s'il y a des positions erronées. Et c'est ça qui est assez caractéristique des fois de la philosophie, du moins française, telle que je l'aperçois. Je trouve qu'on devrait plus rentrer dans des analyses où on validerait certaines choses, comme les atomes de Démocrite par exemple, et où on ferait passer dans l'histoire de la philosophie, comme on dit, l'histoire des sciences, donc l'histoire des théories philosophiques, tout ce qui est du ressort d'énoncés qui se sont avérés avec l'évolution des connaissances comme erronées ou invalides. Donc voilà, c'est ça que j'appellerais fouriériser la philosophie. Utiliser cet écart absolu, de ne pas s'en encombrer, même si c'est un petit peu radical, systématique, certaines personnes pourraient dire de mauvaise foi, mais je pense que c'est salutaire de faire un petit peu le ménage chez les philosophes où tout est revendiqué au même titre, au même niveau, alors qu'il y a des choses qui ne tiennent plus la route, bien que certaines idées peuvent être sauvées, si on peut dire, même sur des philosophes dont le fond de la pensée a été
contesté par l'évolution des idées, l'évolution des théories, telles que ça nous est présenté par l'évolution et l'évolution des idées. Voilà, je finirai là-dessus. Je suis ouvert à toute question, débattre, différents points. Merci. Eh bien, je te remercie beaucoup pour un exposé très brillant, extrêmement riche, qui a énormément de propositions et qui donc doit donner lieu à également, certainement, énormément de questions. Je ne me garderai de faire de compliquer, de compléter encore, c'est-à-dire de compliquer par des injonctions. Je voudrais rappeler simplement que le titre que tu avais donné, là, quand j'ai vu « Que penser en philosophie aujourd'hui », m'avait rappelé un texte de Walter Benjamin, qui est assez ancien d'ailleurs, qui appartient relativement à sa jeunesse, puisqu'il date de 1918, c'est-à-dire un moment où il finissait d'être étudiant. Sa vie d'étudiant avait été terminée et interrompue d'ailleurs en même temps par la déclaration de la guerre de 1914, à laquelle il a échappé parce qu'il est allé en Suisse, ainsi étant résolument hostile au militarisme et à l'entrée de l'Allemagne en guerre, mais il a participé à des groupes qui étaient des groupes de réflexion philosophique, et en particulier à celui qui allait donner l'école critique de Francfort, de sorte qu'en 1918, il écrivait un texte qui a été traduit et publié dans un des recueils qu'avait publié Maurice de Gandillac, et qui s'appelle Sur le programme de la philosophie qui vient, qui est un texte très intéressant dans ses intentions et dans ses orientations. Pour le lecteur d'aujourd'hui, assez délimité parce que c'est une réflexion qui se tient dans le cadre d'une philosophie critique dont la base est essentiellement kantienne, c'est-à-dire une critique de la connaissance, critique de la raison, critique de l'expérience, mais qui a des présupposés, des orientations qui sont très intéressantes et incontestables, c'est-à-dire que cette philosophie qui vient va abandonner de toute façon la prétention d'une stricte théorie formaliste de la connaissance centrée sur les sciences uniquement de la nature ou les sciences exactes, comme était à ce moment-là la philosophie en Allemagne, tout au moins la philosophie dite néo-kantienne. Elle va également se distinguer d'une philosophie systématique et spéculative dans le sens d'une philosophie hegelienne ou d'une philosophie marxiste se transformant en philosophie dogmatique, économisme. Elle va s'orienter surtout, mais avec une orientation beaucoup moins subjectiviste, dans un sens qui a déjà été adopté par la phénoménologie, mais dans son sens de philosophie concrète, de philosophie expérimentale. Au fond, la pensée de Benjamin pourrait se résumer dans cette idée que la philosophie qui vient est une critique de l'expérience, une étude de l'expérience, une définition de l'expérience en relation avec son élargissement, qui est une expérience humaine qui n'est pas simplement réduite à celle qu'étudie la pensée scientifique, qui n'est pas celle exclusivement
est une psychologie objective ou dite scientifique du comportement qui va dans le sens de toutes les formes d'expérimentation, en particulier affectives, religieuses, qui, dans la mesure où elles n'affirment aucune transcendance